RM dans le cloud. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans le 10-12. Hier était une journée historique en Russie. Vladimir Poutine a fêté l'annexion de 4 territoires ukrainiens lors d'une cérémonie surréaliste. On écoute justement le président russe. Il appelle à un cessez-le-feu et il l'affirme, nous sommes prêts à négocier. Nous appelons les régimes de Kiev de cesser le feu immédiatement, de cesser toutes les hostilités et cette guerre qu'il avait commencé encore en 2014 et de retourner à la table des négociations. Nous y sommes prêts et nous l'avions dit à de plusieurs reprises. Mais le choix des peuples à Donetsk, Lugansk, Zaporozhye et Kherson ne sera pas à débattre. Le choix a été fait et la Russie ne trahira pas ce choix. Général Dutart, comment vous la prenez cette offre de cessez-le-feu, évidemment en ne remettant pas en cause l'annexion des 4 territoires ukrainiens? À ma connaissance, c'est la première fois depuis 6 mois qu'il le dit officiellement comme ça devant la planète. Et ça veut dire on arrête là? Oui, il demande un cessez-le-feu et il dit maintenant on peut retourner à la table des négociations. Évidemment, sans remettre en cause l'annexion des 4 oblasts. Mais pourquoi sachant que de toutes les façons, Zelensky n'acceptera pas. Non, je pense pas. C'est ce que vous dites. Zelensky, de toute façon, ne l'acceptera jamais. Oui, non, mais on va y venir, bien sûr, on va y venir. Est-ce que c'est pour gagner du temps? Non, c'est pas pour gagner du temps. C'est parce qu'il est, je crois qu'ils en ont marre. Et puis ils ont une vraie faiblesse sur le terrain qu'on a pu observer. Ils en sont quand même à 65-70 000 personnes hors de combat, 15 à 20 000 morts, tous les autres blessés. Une conscription, ou en tout cas une mobilisation partielle qu'on a pu observer. J'étais fasciné par ce jeune homme qui a été recruté, qui a été mobilisé le 21 septembre et qui le 25 ou 26 se retrouvait à Kupiansk et prisonnier par les Ukrainiens. 5 jours. Le temps d'arriver, il faut 24 heures. Il arrive et 4 jours après, il est prisonnier. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis de recruter dans les prisons. Enfin, on sent bien en fait que l'armée russe est très à la peine, a été très affaiblie par ce conflit jusqu'à présent. Et donc, il y a un souhait aussi des populations, quels qu'ils soient, un souhait des Chinois, un souhait des Indiens que ce conflit s'arrête. Donc c'est la première fois en fait qu'officiellement ils le demandent, mais évidemment aux conditions dans lesquelles les présentent les Ukrainiens, comme vous disiez très justement Caroline, on ne va pas dire oui tout de suite, ça c'est sûr. Mais le danger, est-ce qu'il n'est pas là, pardonnez-moi, mais de dire qu'une certaine partie de la population mondiale, des États, disent bah, après tout, si on s'arrêtait là pour les Chinois, pour les Indiens, pour l'Afrique, en disant... Bon, ben voilà, et puis on passe à autre chose, Rachel Kahn. Il y a, à mon avis, effectivement, parce qu'il a été acculé, ça fait 7 mois qu'il n'a pas eu des prises de guerre, etc. Son armée est affaiblie et puis n'est pas du tout portée justement par son chef. Je pense aussi qu'il y a le fait de faire, entre guillemets, de la câlinothérapie pour dire, vous voyez, moi en fait... Eh bien, je demande à négocier. C'est moi qui demande de cesser le feu. Donc, en sous-texte, c'est moi qui fais un appel à la paix. Donc, pour le droit international, c'est aussi un geste géopolitique de se dire, eh bien, il a libéré des territoires et il appelle à la paix. Christian Magrelis, est-ce que vous pensez vraiment qu'il a envie de négocier, Vladimir Poutine? On sait aussi qu'il ment et hontément. Est-ce que là, il pense vraiment ce qu'il dit? Moi, je pense qu'il est dans un schéma à plusieurs étapes et qu'il a réussi sa première étape, qui est l'annexion de ces territoires qui étaient rebelles, qui étaient russophones assez largement, et qu'il demande constamment depuis 2014. Donc il avait comme premier objectif de mettre la main sur ces territoires, c'est fait. Le deuxième objectif, mais qui est à plus long terme, c'est de mettre la main sur l'Ukraine. Mais ça, il se rend compte aujourd'hui qu'il n'y arrivera pas et qu'il vaut mieux faire une étape, stopper là, comme il avait fait pour la Crimée. Il a pris la Crimée, il a arrêté, d'arrêter là, et puis on verra dans 10 ans comment les choses se présentent. On essaiera de renverser Zelensky, de mettre, la première fois qu'il y aura un leader pro-russe, on s'arrangera pour absorber l'Ukraine. Mais à long terme, son but, c'est la restauration de l'Union soviétique. Donc il avance par petits pas, là. Comment? Il avance par petits pas parce qu'il se rend compte que
il a atteint ses objectifs. Il a quand même conquis une part 25%, on dit considérable. 23% du territoire ukrainien. Bon, plus que ça, 3%, non, il a que 23%. 23%. Un peu moins. Oui. C'est peu si moins on d'un compte la quart. Crimée. C'est quand même, on peut pas dire que ce soit une défaite. Hein. C'est énorme. On peut pas dire que ce soit Caroline Didier. Ouais, il y a une semaine, il était hyper isolé, dans les situations de défaite qui s'accumulaient. Il organise ce show. Les gens qui sont dans la salle, là, le fait d'avoir été présents, sont dans le soutien à Vladimir Poutine. Et ça veut dire que derrière, d'une certaine façon, ils sont responsables des massacres qui ont eu lieu. La stratégie de Vladimir Poutine a été de militariser la zone, de faire la politique de la terreur, et il y en a eu plusieurs des terreurs. Il a fait fuir les populations, il a bombardé les civils, il y a eu des charniers, Mais tout le monde il y a est eu des d'accord là-dessus. déportés. Oui, oui, mais les gens qui sont dans la salle qu'on voit là, ça veut dire qu'ils sont responsables. Oui. D'accord, ils sont tenus responsables. Et donc, jamais la communauté internationale, vu ce qui s'est passé, laissera faire. Donc, au niveau de sa stratégie, il est obligé de marquer une étape. Il a accéléré le processus du référendum parce qu'il n'avait pas le choix, qu'il était acculé. Et Oui. donc, il est dans un process où il va en avant parce qu'il n'a plus le choix. Mais il peut pas s'arrêter là. Il peut plus s'arrêter. Il peut plus s'arrêter. Il est tenu, au niveau de l'histoire, il est tenu responsable des massacres. Et les gens qui le soutiennent aussi. Je voudrais revenir sur la carte qu'on vient de voir, puisque ça fait partie des plans de Vladimir Poutine. C'est de créer finalement, voilà, c'est là qu'on voit une grande région fédérale de Crimée qui regrouperait donc ces 4 régions et la Crimée. Ça ferait 23,5% avec un homme à sa tête, Dmitri Rogozine. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être le moment, justement, c'est peut-être une porte de sortie, le moment de négocier quelque chose, ou en tout cas de faire cesser cette guerre? Ça peut être une opportunité ou pas? Les Ukrainiens jamais n'accepteront, il le sait très bien, donc c'est pour ça qu'il parle d'un processus de négociation. Et deux, lui, il est quand même responsable, vraiment, je pense, devant la Cour internationale de justice, vu les massacres qu'il y a eu, dans très peu de temps, avec des preuves qui ont été accumulées, ça va être une fuite en avant. Oui, mais j'allais dire, qu'est-ce qu'il en a à faire? Donc c'est une étape. Voilà, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Comme vous le dites, les charniers, le reniement international. Je crois qu'à Cour internationale, il n'en a rien Il à s'en faire. fiche. Il est devant son électorat, il est devant son peuple et il dit on a annexé 4 régions russophones, Voilà. c'est fait, terminé, il n'y a rien à voir. Pour négocier, il faut être deux. La partie d'en face ne sera jamais d'accord. Ils iront jusqu'au bout dans la reconquête. Ils sont encore en échec au niveau militaire. Ils continuent à reculer. Et les Ukrainiens gagnent petit à petit du terrain. Donc, de toutes les façons, il y aura pas de négociation. C'est lui qui est en position de difficulté. Et il y a les Américains qui, en plus, continuent à soutenir militairement et qui envoient à nouveau du matériel hyper efficient de pointe. Bien sûr. Qu'il n'a pas. Et on est en direct en ce moment avec Anastasia Kirilenko. Bonjour, vous êtes journaliste d'enquête, vous êtes journaliste indépendante russe, co-réalisatrice du documentaire Poutine le parrain. Merci d'être avec nous. On va parler dans un instant du discours ultra violent de Poutine envers l'Occident. En revanche, je voudrais juste vous entendre sur ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine est prêt à des négociations? Et qu'est-ce que vous pensez de sa proposition de cesser le feu? Alors, je pense qu'effectivement, c'est une manière pour lui de gagner du temps. D'ailleurs, en ce moment même, l'armée russe est en train d'être encerclée à Liman, de la région de Lugansk. De l'autre côté, il y a quelques villages annexés de fait dans la région de Nikolaïev. Donc c'est un peu une abstraction, c'est soi-disant référendum. D'ailleurs, c'est pas du tout clair cette future région fédérale et qui sera en tête. C'est très préalable, tout ça, je dirais, ce qui montre bien que Poutine, je ne suis pas sûre même qu'il pense lui-même que ça soit durable. Mais même s'ils annexent ces régions pour quelques mois, il restera dans l'histoire comme le président qui a élargi les terres de la Russie. D'ailleurs, la propagande russe se félicite du fait que le port de Mariupol annexé, c'est beaucoup mieux que le port de Rostov. Le port de Mariupol ne gèle pas. Donc, ils révèlent leurs vrais objectifs qu'ils avaient, les objectifs impérialistes qu'ils avaient dès le début de cette guerre. Mais c'est quand même loin de la réalité. Le soutien populaire à Poutine, il y a plusieurs signes que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Même pour ce concert
il y avait surtout des gens qui travaillent dans le secteur public et qui ont été forcés pour venir. Vous pouvez voir des photos de plusieurs bus par lesquels ils sont arrivés. Après, il y a l'exode massif, etc. Et de l'autre Attendez, côté, Anastasia Kirilenko, quand vous voyez tous ces oligarques là dans la salle Saint-Georges du Kremlin, qu'est-ce qu'ils pensent au fin fond d'eux-mêmes? Parce qu'ils applaudissent tous, bon, comme des robots, ils se lèvent, voilà. Mais est-ce qu'ils sont pas un peu plus lucides que ça quand ils entendent Poutine dire on a gagné et de toute façon l'Occident est dégénéré et c'est l'Occident qui nous a attaqués? le message que l'Occident dégénéré, l'Occident dépravé, ça reflète sans doute la vraie pensée de Poutine. Il est admiratif d'un philosophe fasciste russe, Ivan Ilyin, et il développe cette théorie que les Russes sont spirituels. En revanche, les Occidentaux, pas du tout. Les Russes, par exemple, ont une journée de fidélité familiale comme la fête officielle, et c'est pas du tout ça en Occident. Donc voilà, il appuie sur ce bouton, c'est vraiment le néofascisme. Mais les gens qui l'entourent, la plupart étaient ses camarades, ses secrétaires de Saint-Pétersbourg. Il y en a plus lucides. Par exemple, Medvedev, qui est aujourd'hui devenu le faucon de Poutine, par exemple, vient de dire que Zelensky était drogué. Donc c'est pour ça que... Oui, mais ça, on n'en sort pas. Les Ukrainiens sont des nazis et des drogués. Hein. C'est la rhétorique depuis le début. Mais pourquoi il fait ça? Parce que Medvedev était effectivement libéral. Au début, il avait fait plusieurs choses pour même développer les innovations en Russie. Et maintenant, il essaie de se faire pardonner parce qu'il a peur des sanctions pour ses prises de position libérales avant. Ah oui. C'est assez surprenant ce qui se passe dans l'entourage de Poutine. Alors, dans l'arsenal évidemment poutinien, même s'il l'a rappelé, on va l'entendre entre les lignes, il y a effectivement la force nucléaire. Les pays occidentaux répétaient pendant des siècles qu'ils apportaient la liberté et la démocratie à d'autres pays. Mais tout ceci se trouve complètement contraire. Au contraire, ils oppriment au lieu de libérer. Ils asservissent au lieu de libérer. Et ce discours est faux, c'est une tromperie et de l'hypocrisie. Les États-Unis est le seul pays au monde qui a utilisé à 2 reprises l'arme nucléaire contre Hiroshima et Nagasaki. Ils ont créé un précédent d'ailleurs. Voilà. Rachel Kahn, en gros, ce qu'il dit, c'est les Américains ne venaient pas nous donner des leçons. Oui, c'est ça. Alors c'est un rapport au réel, il joue avec le réel en permanence, vous le disiez, c'est-à-dire qu'à la fois l'Occident, ce n'est pas du tout la démocratie, ce n'est pas du tout la liberté, ce n'est pas du tout ce qui est affiché, et dans le même mouvement, il prend des faits du réel, sur les 2 attaques américaines, pour appuyer son raisonnement. Oui, alors voilà, Nagasaki, exactement. hein. De toute façon, c'est jamais lui le premier de toute façon. Ouais. C'est toujours les autres Ouais. qui ont commencé. Après, c'est extrêmement intéressant. Enfin, ce discours-là, parce que c'est le discours véritablement d'un dictateur, c'est-à-dire de quelqu'un qui vous c'est presque un lavage de cerveau par rapport justement à ces personnes qui sont dans l'assistance. Et là, c'est là qu'on voit véritablement que cette guerre mentale, elle est mise en place là par Poutine. Et alors, paradoxalement, avec des discours comme ça, il a renforcé l'OTAN. Il renforce le droit international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend ce que vont pouvoir faire la Cour pénale internationale, les tribunaux pénaux internationaux. Il renforce aussi... Ce dont il se fiche complètement. Je sais bien, mais concrètement, moi je sais, puisque quand j'étais à l'école, on disait, oui, tu fais du droit international, c'est du droit qui n'existe pas. Tu fais du droit européen, c'est du droit qui n'existe pas, puisque c'est du droit, finalement, avec des grandes théories. J'ai la sensation, là, qu'avec des discours comme ça, qui sont des discours provocateurs, que quelque chose se met en place au niveau du droit et de son effectivité. Alors, service après-vente sur ce même plateau du porte-parole de l'ambassade de Russie en France sur le nucléaire. Écoutez, c'est clair. C'est une partie de la Russie désormais. Donc là, la défense nucléaire s'étend aussi sur ce territoire, logiquement. Nous l'avons déjà dit aujourd'hui. Donc là, c'était souligné par le porte-parole du Kremlin au niveau de sécurité, au niveau de tout, c'est les territoires russes, avec tout ce qui en découle.
Donc en gros, en annexant ces 4 régions ukrainiennes, la Russie arrive à passer de pays agressés à pays agresseurs. C'est ça qu'on comprend. Ah, ben absolument, absolument. Donc finalement, vous le sentez qu'ils arrivent à changer complètement finalement de statut? Bah, ce qu'on disait, hein, il a été acculé parce qu'il a accumulé les défaites. Il a une désapprobation au niveau international des pays qui le soutenaient. Donc il organise ses référendums rapidement. Après avoir évacué ce qu'on a dit, les populations, déporté 1 200 000 Ukrainiens. On passe le détail parce qu'on le sait tous. Et donc il reste des populations qui ne vont pas pouvoir résister de toutes les façons sur place. Et il passe effectivement il est agresseur, il agresse l'Ukraine et sa souveraineté. Et puis là, du coup, avec le référendum complètement truqué, qui n'est pas reconnu au niveau de l'international, parce que de toutes les façons, il ne respecte pas les principes du droit international, il déclare sa souveraineté sur des États qu'il a conquis par la force, en fait. Hein, et Mais par la j'aimerais menace. quand même qu'on revienne sur ce qu'a dit ce porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Le nucléaire, c'est une option à prendre en compte, général? Forcément, moi j'aime pas trop débattre là-dessus parce que je pense que c'est vraiment la chose ultime et que... Mais c'est l'épouvantail ou bien oui, c'est l'épouvantail vous depuis le militaire, début, vous vous bien dites sûr. maintenant, faut faire attention là. Non, mais depuis toujours, à partir du moment où la bombe nucléaire est arrivée... Oui, sauf qu'il dit c'est territoire russe, donc. Alors, vous avez vu que le porte-parole, il n'est pas totalement convaincu quand même, il est extrêmement prudent dans sa gestion. Oui, mais ce n'est qu'un porte-parole d'une ambassade. Et il essaye de reprendre les mots qu'il a entendus de la part... Ça n'a pas de valeur, il veut simplement se mettre en valeur. Donc ça n'a pas une grande valeur. Le président russe, là-dessus, a toujours dit, il n'a pas martelé ça quand même, il a dit tous les moyens et tout ça, donc il reste quand même un flou, et ce qui est normal en termes nucléaires, mais je rappelle, c'est toujours l'ultime chose, si on appuie sur ce bouton-là, on sait pas comment ça va s'arrêter. Donc, mais on ne peut pas négliger quelqu'un qui a le plus grand arsenal nucléaire de la planète, qui a qui a dans les tripes quelque part quand vous écoutez le discours du président Poutine, on sent qu'il a ça au fond des tripes, quoi. Depuis toujours, il n'a pas digéré la fin de l'URSS, il a analysé tout ce que les Américains ont fait depuis 70 ans, il les ressort, il croit à sa rhétorique. Hein. Il a redit, hein, la chute de l'URSS était une erreur. Absolument. Ah, il l'a dit souvent. Oui, mais il a également dit, vous avez vu dans ce discours, que bon, c'est fini, on ne reviendra pas là-dessus. Oui. C'est pas souvent qu'il dit ça. Hein. C'est fini, on ne reviendra pas là-dessus. De dire, bon, je n'irai pas à chercher les autres pays. Oui, mais hier, dans son discours d'hier, où il a présenté devant les oligarques les 4 dirigeants, il a quand même répété 25 fois la CEI. Oui. Il a ressorti la CEI. Or, qu'est-ce que c'est que la CEI? C'est le nouveau nom de l'URSS. C'est le nom qui a été donné à la communauté. Ça veut dire CEI, c'est la communauté des États indépendants. Et c'est une communauté qui a remplacé l'URSS avec les mêmes États. Mais elle a toujours cours, cette CEI, ou pas? Oui. Elle a une certaine existence, mais très, très discrète. En fait, il n'en a jamais parlé. C'est la première fois hier qu'il est revenu dessus. Il aimerait bien la restaurer. Il aimerait bien la restaurer et ça lui permet de ne pas utiliser le terme URSS. Il utilise le terme de CEI en disant « nous sommes tous, c'est notre patrie ». C'est ce qu'il a dit avant-hier. Oui, mais la CEI... Oui, monsieur Maigret, moi j'ai regardé aussi un petit peu ça. Ça a plus de 20 ans, 25 ans, en fait, c'est après l'URSS, en disant quels étaient les pays, en fait, sympathisants de l'ex-URSS. Et donc, ce sont des États indépendants maintenant. Je crois qu'il y a le Kyrgyzstan, le Kazakhstan. Oui, il y a tous les anciens États qui composaient l'URSS. Tous, mais il y en a 9. Absolument, qui sont aussi la russification a eu lieu dans ces États de manière. Même si certains d'entre eux s'éloignent un peu, hein, puisque certains ont dit on est prêt à accueillir les déserteurs russes tranquillement. Le Kazakhstan se méfie énormément. Alors, le choc des civilisations, Poutine, à nouveau, écoutez-le, l'Occident veut nous disloquer. Continue à rechercher une nouvelle possibilité de nous porter un coup. Il rêvait toujours de disloquer notre État, de semer la
discorde entre nos peuples, de provoquer la pauvreté chez nous. Et ils ne peuvent pas accepter qu'il existe un si grand pays avec des ressources aussi riches, avec un peuple qui ne se soumettra jamais aux ordres étrangers. Anastasia Kirilenko, vous êtes toujours avec nous, journaliste indépendante russe. Quand vous entendez ce discours de Vladimir Poutine qui est extrêmement violent envers l'Occident, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'il surjoue cette carte ou est-ce qu'il le pense vraiment? Le meilleur commentaire que j'ai vu, c'est que Poutine est en guerre pas seulement contre l'Ukraine et même pas contre l'OTAN, mais contre la réalité. Effectivement, il a parlé de la nostalgie de l'Union soviétique. Il n'a toujours pas accepté que cette désintégration, c'était quelque chose d'objectif et ce n'était pas la mauvaise volonté de quelqu'un. Les Ukrainiens, par exemple, n'ont pas digéré la grande famine de 1933 infligée par l'URSS. Il y avait des exactions aussi en Asie centrale. Donc, en fait, la plupart de la population a été soulagée quand ça s'est désintégré, mais dans sa tête, c'est tout à fait autre chose. Quand il fait des reproches aux États-Unis, quelle conclusion est-ce qu'on doit tirer? Que les États-Unis ont opprimé des Amérindiens, qu'il y avait le colonialisme de l'Occident, et c'est pour ça que Poutine maintenant agresse l'Ukraine? C'est aussi ça donc qu'on doit penser. Donc il cherchait à se justifier, à éloigner la perspective d'être poursuivi pour des crimes de guerre et oui, à mobiliser les Russes en parlant de la spiritualité et tout ça, ce qui est vraiment pas nouveau. Oui, parce que ça va beaucoup plus loin. Autre extrait, par exemple, dans tout ce salmigondi du discours, chez nous en Russie, c'est papa-maman, et en Occident, c'est dégénéré sur les genres. Écoutez la suite. Est-ce que nous voulons qu'ici, chez nous, dans notre pays, en Russie, au lieu de dire maman et papa, on dise parent numéro 1, parent numéro 2, parent numéro 3? Sommes-nous devenus fous? Est-ce que nous voulons que dans nos écoles, dès la maternelle, la perversité soit apprise et transmise aux enfants qui les mènera à la dégradation, en expliquant qu'en plus de la femme et de l'homme, il existe d'autres genres où on leur propose des opérations pour changer de genre. Est-ce que nous voulons tout ceci pour notre pays et nos enfants? Tout ceci est inacceptable pour nous. Notre avenir est différent. Nous avons un autre avenir. Il mélange tout, là. Rachel Kahn, il mélange tout. Oui, mais c'est effectivement très choquant. Là, on est proche des discours fascisants avec effectivement patrie, famille, religion, puisque là on a vu aussi cet orthodoxe avec en réalité il représente la pureté et l'Occident dégénéré, c'est finalement... C'était le discours de Hitler. Ah bah tout à fait. Donc, et alors ce qui est extrêmement dangereux, c'est effectivement de pointer cet Occident et de se raccrocher comme l'a dit la journaliste tout à l'heure, de se raccrocher en fait à l'histoire de la colonisation de l'Occident, donc effectivement aux États-Unis, mais aussi de l'Europe en Afrique, pour essayer justement au niveau de la communauté internationale d'avoir des non-alignés, en tout cas des gens qui s'abstiennent à l'ONU. Allez, on revient dans un instant pour la suite de l'actualité. Merci beaucoup Anastasia Kirilenko d'avoir été avec nous sur ce plateau. L'Occident et Zelensky unis face à Poutine, c'est ce dont on parlera dans un instant. L'Amérique et ses alliés ne se laisseront pas intimider. C'est la déclaration de Joe Biden hier depuis la Maison-Blanche. On verra aussi que le président Zelensky demande l'adhésion de l'Ukraine accélérée à l'OTAN. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? À tout de suite.